À toutes et à tous. Et au nom du mouvement du 20 février Paris-Île-de-France, je vous souhaite la bienvenue et d'avoir répondu présent à notre invitation. Je tiens à remercier Madame Catherine Grasset d'avoir répondu favorablement. Je remercie également la mairie du 2e arrondissement de nous avoir attribué cette jolie salle d'ailleurs, et les militants du mouvement du 20 février qui ont permis la réalisation de cet événement. Donc cette conférence intervient dans un contexte politique régional dont le monde arabe, au Maghreb et au Moyen-Orient, où les peuples se sont soulevés contre les dictatures et la tyrannie, et dans un contexte national aussi où le peuple marocain s'est soulevé contre le despotisme, et depuis le 20 février, et même avant le 20 février avec les mouvements de masse. Donc, sans rentrer dans l'historique du mouvement du 20 février, il est nécessaire de rappeler que le Maroc connaît des manifestations quasiment chaque semaine dans plusieurs villes et villages d'ailleurs, ou même des endroits les plus reculés du Maroc, où même l'État marocain n'est pas présent. Donc ceci, bien évidemment, on le voit ni dans la presse marocaine, ni dans la presse étrangère, et notamment la presse française d'ailleurs. À ce sujet, je tiens à signaler que en fait, les médias au Maroc sont quasiment toutes verrouillées par le régime, notamment l'audiovisuel qui sert surtout en fait à faire la propagande du régime. Donc cette légitimité que le Maroc est en train de diffuser est beaucoup en fait soutenue à l'étranger. Je voudrais en fait parler un peu de la France aussi, des responsabilités de l'État français vis-à-vis du Maroc, parce qu'il montre une image du Maroc, une image d'un Maroc libre, un Maroc où il y a un havre de démocratie. Cette image en fait qui ne saurait résister à la preuve de la réalité. Cette image s'explique du fait des intérêts en fait de la France et des sociétés françaises au Maroc. On remarque bien aujourd'hui la présence toute particulière des sociétés françaises au Maroc. D'ailleurs, je pense toutes les entreprises du CAC 40 qui sont présentes au Maroc, commencé par Veolia, Total, Sanofi, Suez, etc. Et qui en fait génèrent beaucoup de profits et qui bénéficient de beaucoup de privilèges, notamment des impôts, de la réduction des impôts et tout ça. Avoir le monopole aussi des sociétés françaises au Maroc, on se demande s'ils sont les seuls à détenir le savoir-faire. Donc cette hégémonie des sociétés françaises s'explique par deux raisons. D'abord, la première est historique et politique, parce que l'impérialisme français a su établir un régime économique lié à ses intérêts, tout en garantissant des bénéfices à un groupe de personnes qui lui sont fidèles. Donc l'objectif de l'État français était de créer des États factices dont l'indépendance n'était pas réelle. Et d'autre part, il a proposé des coopérations dans le seul but de sauvegarder ses intérêts via en fait des conventions économiques. Et la deuxième raison, c'est que ces entreprises françaises ont tendance à négliger les procédures de conformité, où si leurs collaborateurs marocains respectent la loi ou pas, aussi ils n'hésitent pas à faire fonctionner les réseaux d'intermédiaires pour faire avancer leurs dossiers et persuader les décideurs dans les dossiers stratégiques. Et ces moyens incluent des fois les pots de vin, bien sûr. Donc ces entreprises exploitent les richesses des Marocains et pratiquent des prix très élevés. Donc les Marocains, au Maroc d'ailleurs, ils se plaignent souvent de ces tarifs pratiqués par des sociétés de services au Maroc. À Tanger par exemple, on a assisté à des sit-ins
et des manifestations contre Amandis, filiale de Veolia, qui pratique des prix exorbitants que la population locale, la population tangéroise ou la population marocaine en général ne peut pas se permettre. Par exemple, à Casablanca, la population se plaigne de l'IDEC, encore une filiale d'une entreprise française qui est Suez, qui pratique aussi des prix très élevés. Un dernier exemple de ces sociétés en fait, qui pratique ce genre de prix, c'est la société, en fait, c'est Redal. Redal, la filiale de... La filiale... je parle trop fort, je crois. Non. D'accord, bon, je peux descendre le volume sur le jeu. Donc il y a Redal aussi, en fait, qui pratique des prix très élevés. Parce que la simple mise en service, par exemple, de l'eau ou de l'électricité coûte 1100 dirhams. Sachant que le salaire moyen d'un Marocain, selon les chiffres officiels d'ailleurs, ne dépasse pas les 3000 dirhams. Ça fait presque, en fait, la moitié. Et cela pour ceux qui ont déjà un salaire, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a aussi dans le domaine de la téléphonie. Alors, il y a un truc qui est impressionnant parce que Maroc Télécom, qui est aussi filiale de Vivendi, qui réalise une marge de 30%, ce qui n'est même pas le cas des entreprises, par exemple, comme Maroc Télécom, qui réalise un chiffre d'affaires net de 11%. Alors, en 2011, par exemple, Maroc Télécom a fait un chiffre d'affaires de 30 milliards de dirhams, soit 10 milliards à peu près de bénéfices nets, ce qui est impressionnant, et fait une marge des plus grandes au monde. C'est impressionnant. Et cela, en fait, c'est les Marocains qui le payent. C'est le citoyen marocain qui paie ces tarifs élevés. Donc, des fois même, l'État marocain essaye pas essaie, bon, il le fait, et finance des projets que le peuple marocain n'a pas vraiment besoin. Et cela, et dans ce sens, par exemple, le TGV reste un exemple frappant. Alors, un projet de 3 milliards d'euros vendu par la France et qui va être en partie réalisé par Alstom et SNCF et sans avoir participé au moindre appel d'offres, c'est quand même, ça laisse poser des questions. Un projet qui coûte 3 milliards d'euros, que nous, en tant que Marocains, nous avons besoin. On a besoin plutôt de développer notre infrastructure. Il y a déjà des rails qu'il faudrait améliorer. La fréquence des trains qui existent déjà. On a besoin, par exemple, de construire des écoles, des hôpitaux. On a besoin de fournir des bus pour les enfants qui, des fois, font 2 heures pour aller à leur école. Et je pense qu'il y a sûrement des gens dans la salle qui ont fait ça. Marcher pendant 2 heures pour arriver à l'école. Alors, au lieu de fournir un bus pour un enfant pour aller à l'école, on construit un TGV dont on n'a nul besoin. Donc, c'est pas étonnant que les représentants de l'État français soutiennent le régime. D'ailleurs, ça a été fait par Alain Juppé, en qualifiant le discours du roi de courageux et de visionnaire, entre parenthèses. Ou encore l'ambassadeur de France au Maroc, qui a invité les militants du mouvement à soutenir le discours du roi et les mettre en garde contre certaines composantes du mouvement. Donc, en plus de ce soutien de l'État français, le Morzen a su développer ses propres capacités de résistance. Ces capacités ne se réduisent pas uniquement à la répression, mais aussi à un pouvoir politique, économique et idéologique, à savoir les élections, les médias, mettre le Maroc, mettre les Marocains, leur dire qu'il y a un danger d'islamistes ou du Polisario ou je sais pas quoi, des choses en fait dans ce genre. Donc le Morzen est capable
de se régénérer et de recruter parmi toutes les classes de la société et de tromper les opinions avec le seul objectif de garder ces opinions. Il s'agit d'un système où le pouvoir achète la soumission pour préserver la suprématie de la famille royale dans les affaires. Donc, à mon avis, il faut appeler les choses par leur nom et désigner les responsables, car c'est bien la monarchie qui fait le parrainage de ce système. Quand je dis Mrzen, je ne dissocie pas de la monarchie. Pourquoi? Parce que c'est la monarchie qui permet la continuité du système et qui fait émerger ces orientations globales nécessaires pour qu'il fonctionne normalement. Donc, en retour, le Mrzen permet la continuation ou permet à la monarchie d'exercer son pouvoir. Donc, le système de gouvernance au Maroc est un système mafieux qui se caractérise par le monopole et la concentration des richesses aux mains d'une poignée de privilégiés et qui bénéficie d'une impunité politique et économique. Et il fonctionne aussi en dehors de toutes les lois économiques, un système de rente très arriéré, et même, qui est même en contradiction avec les lois du marché qui existent actuelles dans les pays développés, qu'on soit d'accord ou pas. Donc, par exemple, le délit d'initié, c'est une notion qui n'a pas traversé la Méditerranée. Sinon, le roi du Maroc aurait pu avoir beaucoup d'ennuis. Et des fois, en fait, moi, je m'étonne parce qu'on entend que, oui, il y a des corrompus, mais le roi n'y est pas pour rien. Excusez-moi, mais c'est le roi du Maroc qui a tous les pouvoirs, à savoir le pouvoir religieux, les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques. Donc, on ne peut pas dire que le Maroc, le roi n'y est pour rien. Et ça, c'est aussi grâce à l'attitude du Mrzen de masquer la brutalité et les pratiques de ce système. Donc, ceci a créé en général un sentiment de mépris et de colère chez les Marocains et prennent conscience de plus en plus de ces inégalités. Donc, au fur et à mesure, ils s'organisent de plus en plus pour dénoncer cela, et même au cœur des entreprises qui sont détenues par la monarchie. Prenons l'exemple par exemple les domaines agricoles, les domaines royaux, où les ouvriers vivent dans des conditions inhumaines, des conditions qui portent même atteinte aux droits du travail marocain. Les salaires très bas, recours au travail non déclaré, pas de congé maternité, pas de protection sociale. Ils vivent aussi dans des conditions dangereuses et des fois qui ne respectent pas les normes, au moment où le roi génère via ses entreprises des bénéfices exorbitants. Par exemple, ces ouvriers, en mois de mars, non, en mois de décembre, je crois, je ne suis pas sûr, en mois de décembre, ils ont organisé une caravane de Dakhla à Rabat, après un sit-in de 5 mois à la délégation du travail de Dakhla, sans aucune réponse ni attention du régime. Et tout cela parce que c'est une entreprise du roi, bien évidemment. Prenons aussi l'exemple de l'OCP, l'Office chérifien du phosphate, le premier producteur du phosphate au Maroc, et qui est aussi contrôlé en partie par la monarchie. Les ouvriers vivent dans des conditions misérables. Alors, les responsables de cette entreprise n'hésitent pas à licencier les ouvriers qui osent demander leurs droits. Au mois de mars, des syndicalistes, par exemple, ont été licenciés pour une simple raison d'avoir revendiqué leurs droits. Au même
Et même au sein de ces syndicats, le Makhzen a déployé une bande de bureaucrates mafieux qui sont là pour empêcher toute tentative de revendiquer plus de démocratie et d'éliminer tout ce qui peut nuire à ses intérêts. Donc, le roi, bien sûr, c'est lui qui est responsable de l'État marocain, mais il y a aussi son entourage. Son entourage, une élite de fortunés, amis du roi, prenons l'exemple de Lima et Majidi, et aussi des riches qui appartiennent à des grandes familles bourgeoises, très puissantes. On appelle ça des grandes familles. Bon, c'est des familles qui, historiquement, ils sont dans le pouvoir. Et là, je prends un exemple, par exemple, des familles Al-Fassi, par exemple. Il y a Taïb Al-Fassi, par exemple, qui est ancien ministre de Transport, actuellement conseiller du roi. Il est le frère de Ali Al-Fihri, qui est à la tête de l'Office national de l'eau et de l'électricité et la Fédération royale du football, qui est mari de Yasmine Abadou, l'ancien ministre de la Santé, et qui sont tous familles de Best Classique, l'ancien Premier ministre. Alors, vous voyez comment ça fonctionne au Maroc. Donc, le système accorde un favoritisme à ces gens, et des fois, ça se passe via des agréments de transport, des carrières de sable, en leur accordant des licences de pêche, et tout cela pour en fait avoir leur allégeance et leur soutien. Donc je pense que j'ai un peu, je vais m'arrêter et laisser la parole à Moustapha. Avant de laisser la parole, je la remercie d'abord d'avoir accepté notre invitation. Et je pense qu'il va nous parler un peu plus du livre qui, selon ses propres termes, décrit une prédation royale. On y apprend que le roi est le premier agriculteur, le premier homme d'affaires du Maroc. Donc je laisse la parole à Mme Catherine Garcia pour qu'il en parle un peu plus de cela. Bonsoir. Écoutez, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Et je remercie également le mouvement du 20 février de l'avoir organisé, ainsi que toutes les autres associations qui s'y sont associées. Je présente mes excuses pour Éric Laurent qui aurait voulu venir ici, mais qui, au moment où je vous parle, est dans un avion pour Pékin, pour la Chine, où il va faire une série d'entretiens pour ses prochains travaux. Donc voilà, il n'a pas pu malheureusement se joindre à nous. Mais voilà, s'en désole, parce que lui aussi apprécie beaucoup ce que fait le 20 février, il suit de près également les manifestations au Maroc. Donc sur le livre, ce que je voudrais dire en guise d'introduction, notamment face aux nombreuses polémiques qui ont été suscitées par le livre, c'est que cet ouvrage est en quelque sorte le résultat de deux expériences marocaines. Celle d'Éric Laurent, qui est journaliste, et qui a écrit les mémoires du roi Hassan II, donc qui a côtoyé le père de Mohamed VI à la fin de sa vie pendant de longs mois et a connu la monarchie dans sa partie intime. Et puis mon expérience à moi, qui est plutôt une expérience de journaliste, qui n'a pas fréquenté la monarchie au plus près, mais qui a travaillé et qui a vécu au Maroc, où j'ai notamment travaillé au journal hebdomadaire, du temps où il existait, sous la direction du très grand éditorialiste et opposant Aboubakr Jamaï. Et donc voilà, c'est là que j'ai appris à connaître pendant plus de 6 ans le Maroc. Donc l'idée de ce bouquin est venue en fait avec Éric, à force de se réunir et de parler du Maroc pour confronter nos points de vue, nous raconter nos expériences. On s'est dit un jour, et ça c'était il y a environ 1 an et demi, 18 mois, qu'on allait écrire ensemble un livre sur le Maroc, sur ce pays qu'on adore et qui nous fascine.
Et puis on pensait au début, dans un premier temps, travailler sur les relations franco-marocaines, parce qu'effectivement, ce sont des relations incestueuses, malsaines, qui reposent sur beaucoup d'argent distribué, et très mal distribué, notamment de la part de la France. Et puis en fait, on s'est rendu au Maroc, à Casablanca, pour effectuer un premier séjour d'enquête. Et là, en fait, on a décidé de changer notre fusil d'épaule et de raconter la prédation du roi du Maroc, du roi Mohamed VI, parce qu'on a mené de nombreux entretiens, que ce soit auprès du patronat marocain, d'hommes politiques, de banquiers, d'analystes financiers, de journalistes, de confrères, de manifestants du 20 février, d'opposants politiques, et tout le monde décrivait une situation apocalyptique d'un point de vue de la prédation économique et de l'attitude de la monarchie par rapport à l'économie du Maroc. Et voilà, ça nous a donc convaincus qu'il fallait changer notre fusil d'épaule et traiter de ce thème qui est un tabou au Maroc, puisqu'on en parle dans la rue, c'est dénoncé dans les manifestations du 20 février, et heureusement que le mouvement est là pour le dire, mais dans la presse, à la télévision, ça se dit, et dans le livre, ça se dit assez peu, et puis c'est aussi un tabou au Maroc, en France, je veux dire, où il est très mal vu également de critiquer Mohamed VI, notamment d'un point de vue économique. Pour ça, je vous renvoie à ce qu'a osé dire Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères français, quand il était en visite officielle au Maroc il y a peu. Il a dit qu'il ne lirait pas ce livre, que cela ne l'intéressait pas et qu'il ne comprenait pas pourquoi des Français persistaient encore à critiquer le roi du Maroc, qui faisait beaucoup de choses pour son pays. Donc voilà pour le contexte. Ensuite, la naissance du projet. Ensuite, sur le titre, Le roi prédateur. Donc c'est vrai que ce titre a suscité un certain émoi, notamment au sein du Marzen, et a suscité beaucoup d'interprétations. Alors je vais profiter de cette conférence pour faire une mise au point. Ce n'est pas un titre qui est à prendre au sens premier du mot prédateur. Prédateur étant un animal, un humain, enfin un être vivant qui chasse pour se nourrir. Nous, la prédation économique qu'on décrit, elle renvoie à ce concept qui a émergé avec force après la crise financière de 2008, qui s'appelle la prédation éco, qui est encore mal définie, mais qui fait allusion à ces entreprises qui pillent les ressources, les matières premières dans d'autres pays, à ces pays qui se comportent comme ça, en essayant de mettre la main sur des réserves gazières ou pétrolières ou minières, ou également aux grandes banques américaines et sociétés d'assurance américaines qui ont précipité la planète dans la crise. Donc ça renvoie, voilà, le mot de prédateur dans ce livre renvoie à cette notion de prédation économique qui rime avec pillage, avec détournement de fonds publics et avec profiter des subventions. Voilà. Donc on s'est concentré sur le volet économique. Par contre, comme le décrivait très bien monsieur, on est bien conscient qu'au Maroc, on est dans un Maroc des monopoles, qui est le titre de la conférence, à savoir un monopole politique, puisque malgré les réformes, ou les réformettes, devrait-on plutôt dire, qu'a fait Mohamed VI, il demeure le maître absolu du jeu. Il a certes un gouvernement qui gouverne, mais il y a aussi un cabinet gouvernement de l'ombre, un cabinet composé de conseillers royaux, qui est également très efficace et qui malheureusement continue de dicter un petit peu au gouvernement ce qu'il faut faire sur les thèmes absolument stratégiques. On est aussi dans un monopole religieux, puisque l'un des grands piliers de la monarchie marocaine et du trône alaouite reste bien sûr la commanderie des croyants, et on est bien sûr dans un monopole économique absolu. Voilà. Donc effectivement, on est bien dans un Maroc des monopoles qui est dirigé par le roi Mohamed VI. Donc pour revenir à la sphère économique, juste d'abord sur le déroulé de l'enquête. Donc c'est une enquête qu'on a menée en France, bien sûr, au Maroc aussi, puis dans d'autres pays, notamment l'Espagne, le Royaume-Uni. Enfin, je serai assez discrète dessus parce qu'on se doit de protéger certaines sources. Donc ce qui nous a beaucoup choqué, en fait, quand on a fait l'enquête, c'est que les gens avaient peur. Les gens avaient très très peur de parler, que ce soit au Maroc, en France ou à l'étranger.
souvent on nous a dit, moi je sais des choses, je veux raconter des choses parce que ce qui se passe au sein du palais c'est grave et c'est vraiment très très grave, mais j'ai peur, non pas pour ma vie, mais j'ai peur d'être traîné dans la boue, d'être humilié, d'être traduit en justice, de subir des représailles comme des contrôles fiscaux, comme harcèlement policier permanent. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a pu entendre un petit peu dans toutes les strates de la société, de la société marocaine et auprès de nombreuses personnes qu'on a rencontrées. Et cette peur était également présente chez les Marocains qui vivent à l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. Voilà, c'est quelque chose qui nous a surpris et qui nous a étonnés. Mais en même temps, certaines personnes qui pour la première fois sont vraiment au cœur du palais ont accepté de parler, sous couvert d'anonymat bien sûr, mais ont accepté de parler en nous disant « Je suis partie prenante de cette prédation et de cette corruption, mais je pense qu'avec ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Yémen, ça ne peut plus durer, on va sauter, on va exploser. Donc, voilà, je préfère essayer de faire quelque chose pour y mettre, en tout cas la ralentir, et essayer d'y mettre un terme, et c'est pour ça que je parle. Voilà pour le contexte. Maintenant, on a travaillé on a été très discret, hein, bien sûr, on n'a pas crié sur les toits qu'on faisait un bouquin. Donc on a quand même pu faire plusieurs séjours, parfois assez longs, hein, parfois de 3 semaines au Maroc. Le dernier ayant eu lieu en octobre 2011, voilà, avant que le Marvel et la DST ne puissent vraiment s'en rendre compte, puisqu'ils ont découvert le poteau rose bien plus tard, alors que nous étions déjà rentrés en France. Donc voilà en gros pour le déroulé de l'enquête. Maintenant, si on revient voilà, au contenu du livre, on a beaucoup travaillé sur les faits. Et les faits qui sont vraiment clairs. C'est la fortune personnelle de Mohamed VI, et ça c'est pas nous qui l'inventons, c'est le magazine Forbes. On voit que sa fortune a doublé en 5 ans. Doublé en 5 ans, c'est quand même énorme. On voit qu'elle atteignait, en tout cas en 2010, 2,5 milliards de dollars, et on voit aussi, au regard des chiffres, que Mohamed VI est plus riche que l'émir du Qatar, Mohamed VI est plus riche que l'émir de Koweït. Il faut quand même le faire. Ces deux pays-là ont quand même des réserves de matières premières qui sont énormes, ce qui n'est malheureusement pas le cas du Maroc. Donc on a un chef de l'État qui est plus riche que les chefs du Qatar et du Koweït. Malheureusement, on ne peut pas dire que les Marocains soient plus riches que les Qataris et les Koweïtis. Loin de là. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui nous a vraiment choqués et interpellés. Et ensuite, en compilant les rapports annuels des sociétés du roi, je pense à SNI, ONA, on s'est rendu compte qu'en plus d'être un homme immensément riche, il était le premier agriculteur du Maroc, qu'il était le premier banquier, le premier assureur, que ces différentes entreprises occupaient des positions de leader, enfin des positions dominantes, quand ce n'est pas de monopole absolu, dans la production de sucre, dans la grande distribution, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, une position importante dans les télécoms. Voilà, tout ça nous a réellement interpellés et on est parti de ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a pu en arriver là en 5 ans à peine. C'est très très court. On a rarement vu chef d'État s'enrichir aussi vite et sans que cela suscite la moindre indignation, en tout cas chez les partenaires étrangers, pendant un certain nombre d'années. Donc sur le comment on en est arrivé là. Donc déjà, je pense qu'il faut avoir en tête que Mohamed VI, certes pour nous est un prédateur, mais c'est aussi un prédateur qui a hérité. Il a hérité de son père, Hassan II, d'un trône, d'un pays politiquement stable, d'un régime solide, et il a aussi hérité des germes de cette prédation qui est devenue aujourd'hui incontrôlable. Je prendrai l'exemple tout simple des palais royaux, qui depuis les années 80 appartiennent au roi et à sa famille, mais sont entretenus, financés, le personnel est payé par l'État, donc par le contribuable marocain,
grâce à la création par Hassan II dans les années 80 d'un vrai faux ministère, qui est le ministère de la Maison Royale, du protocole et de la chancellerie. Donc c'est par là que ça passe pour que l'État marocain puisse entretenir les palais du roi qui lui appartiennent toujours. Ce fonctionnement qui est vraiment choquant, hein, à une époque de révolution, Mohamed VI n'a pas spécialement l'intention de le réformer. Il a fait beaucoup d'annonces pour aller vers essayer d'aller vers un peu plus de démocratie, de pluralité politique, mais sur ça, voilà, le palais n'a pas beaucoup pris la parole. Je signale également, et là c'est vraiment le pompon, que les palais sont alimentés ou fournis, que ce soit en nourriture, en ameublement, en décoration, par des entreprises qui appartiennent à Sa Majesté. Donc là, ça veut dire en fait que le contribuable, l'État marocain, paye des meubles ou paye la nourriture qui est consommée dans les palais, mais le paye des entreprises qui appartiennent au roi. Voilà. Puisque la nourriture que les invités, que les employés du palais, que le roi et sa famille mangent dans ces différents palais, sont produits par les domaines agricoles, ex-domaines royaux. Et c'est pareil, il y a une société qui s'appelle Primarios, qui est une société très discrète, mais ô combien intéressante quand on parle de corruption, qui gère tout l'ameublement, l'aménagement, la décoration des palais, tout cela à grands frais. Et bien cette société appartient également à la monarchie marocaine, au roi. Donc ça, voilà, c'était quelque chose qui nous avait interpellés, mais qui découlait de Hassan II, du précédent règne. Autre héritage du précédent règne, c'est la fameuse liste civile qui fixe chaque année les dépenses du roi, de la famille royale, ainsi que les rémunérations. Ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait une liste civile qui pose problème. Il y en a, même si ça ne porte pas ce nom dans tous les pays du monde, que ce soit un président de la République, un roi ou tout autre régime, les dépenses sont fixées. Au Maroc, la différence est que cela ne donne lieu à aucun contrôle et à aucun débat, alors que cette liste civile est votée pourtant chaque année au Parlement. Et là, il n'y a pas de débat, c'est voté tel quel. On a recueilli le témoignage de ténors du PJD, qui sont aujourd'hui au gouvernement, et qui ont été députés, et qui racontaient que quand la liste civile arrivait chez les députés, on osait à peine la regarder, on l'a votée, mais personne ne l'avait regardée, et bien sûr, il était hors de question de poser la moindre question ou de la contester. Ça, c'était le PJD. Et donc, du coup, ça donne lieu à des situations qui sont totalement aberrantes. Par exemple, le montant qui est alloué à Mohamed VI est environ budget total de 228 millions d'euros. Et si on le compare à celui qui est attribué à l'Élysée, donc là en ce moment le président Sarkozy, Sarkozy lui a droit à 112,6 millions d'euros. Donc on est presque du simple au double. Voilà. Donc ça, ça nous a également interpellés. Et là aussi, c'est un héritage de Hassan II. Et c'est aussi, d'une certaine manière, un absolutisme politique qui continue, puisque le Parlement, qui donc rassemble les représentants du peuple, des citoyens, devrait quand même pouvoir s'exprimer ou poser des questions sur la manière dont l'argent de l'État est dépensé. Donc voilà pour l'héritage. Mais il faut aussi souligner qu'à partir de 2003, quand même Mohamed VI, là il a vraiment développé lui-même sa prédation. Donc nous, ça nous a sauté aux yeux que ça a commencé vraiment en 2003, après les attentats de Casablanca, du 16 mai, donc, qui ont quand même fait qui semblent avoir avoir marqué un changement important dans le règne. Et donc pour nous, le principal exploit, et le mot exploit étant tout à fait ironique, et le fait de Mohamed VI, c'est le fait qu'il ait réussi à transformer les Marocains en clients. Même pas en consommateurs, en clients de ses propres entreprises. Rares sont les chefs d'État qui arrivent à faire un tel tour de passe-passe. Des exemples ne manquent pas, mais pour l'illustrer, je vais vous lire juste une dépêche de l'agence de presse économique qui s'appelle Ecofin, qui a été publiée ce matin suite à l'annonce des résultats 2011 de la holding royale SNI. Je vous lis. La Société nationale d'investissement, SNI,
a réalisé un chiffre d'affaires 2011 consolidé de 50 milliards de dirhams, 4,5 milliards d'euros, en augmentation de 18% par rapport à l'année 2010. Excellent. Donc maintenant sur l'explication de la croissance. La croissance du chiffre d'affaires est portée par des filiales ayant une position dominante, voire exclusive, sur les principaux secteurs économiques, avec une bonne capacité de résistance à la dégradation de la conjoncture. Premier exemple, Lafarge Maroc, producteur de matériaux de construction, 40% de part de marché. Deuxième exemple, la centrale laitière, agroalimentaire, 65% de part de marché. Pas mal. Du produit laitier. Cosumar, le sucre, agroalimentaire, 100% de la production de sucre. Marja Nassima, grande distribution, 64% de part de marché. Toutes ces entreprises appartiennent en intégralité ou en partie à Mohamed VI. Ensuite, nous avons également la banque, Attijari Wafa Bank, le pôle banque et assurance, qui est donc organisé autour de Attijari Wafa, numéro 1 du crédit à la consommation, recueille environ 26% des dépôts de la clientèle marocaine, 20% des primes d'assurance et compte 5,5 millions de clients. Voilà. Ça, Attijari Wafa Bank, ça appartient à Mohamed VI. Donc nous avons donc un homme qui est à la fois un roi, un chef de l'État et un homme d'affaires dont les entreprises occupent des positions dominantes et monopolistiques dans l'économie. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez la presse de ces 2 dernières semaines, vous avez sans doute vu que l'excellent hebdomadaire Tel Quel a fait un gros dossier sur l'entreprise Maroc SA, l'État marocain, dont les finances malheureusement étaient en petite forme et plongées en l'eau rouge. Vous pouvez lire dans ce dossier que les besoins de financement du pays s'élèvent à près de 100 milliards de dirhams. C'est colossal et on arrive vraiment à des niveaux qui rappellent ceux de 2004 où le Maroc avait connu une période difficile. Donc si on rapporte ça au roi, ça veut dire qu'on a d'un côté un roi qui vit au crochet d'un État, de par sa liste civile, un État qui se porte mal économiquement, mais un roi dont les entreprises personnelles réalisent des bénéfices records. Mais c'est pas tout. On a continué de creuser, et en fait, on s'est rendu compte aussi que c'était un roi qui siphonnait une partie des subventions publiques marocaines. Donc là, je pense que le cas est connu parce qu'il existe depuis de nombreuses années. C'est la fameuse histoire de la caisse de compensation qui a été créée du temps de Hassan II pour permettre aux ménages marocains les plus modestes d'avoir accès à des denrées de première nécessité à des prix accessibles. C'est évidemment une excellente initiative. En 2012, cette caisse de compensation a coûté 49 milliards de dirhams. Il y a une ardoise de 14 milliards de dirhams. Donc on est sur un total de 63 milliards de dirhams, soit environ 6 milliards d'euros. Et nous, ce qui nous a quand même, alors là je vais vous dire, laissé sans voix, c'est qu'une partie de cet argent, qui est payé par les contribuables, atterrit dans les poches de la monarchie, puisque le roi possède certaines entreprises, il est en train de les revendre certes, mais il possède néanmoins certaines entreprises qui captent une partie de ses subventions. Je pense notamment à la Cosumar pour le sucre, c'est le seul acteur sucrier au Maroc, mais en plus, donc du coup, voilà, cet acteur prend les subventions pour le sucre. Donc cet exemple était assez connu déjà, donc je ne vais pas le développer, je pense que vous le connaissez assez bien. Je pense qu'en termes de subventions, il faut aussi souligner le goût immodéré de Mohamed VI pour les subventions en provenance de la France et les subventions européennes. Je rebondis sur le TGV. Le TGV, bon, nous on a enquêté dessus, on a eu accès à des financiers du projet, voilà, qui nous ont dit que ça a été un caprice du roi. Et il voulait son TGV. Et il voulait son TGV, il a tapé du pied, il voulait son jouet. Et ça c'est des financiers européens qui ont refusé de faire le prêt pour financer le TGV. Par contre, Mohamed VI a pu se retourner vers la France suite au refus de l'Europe de financer son jouet. La France qui a fait un prêt quand même de 220 millions d'euros et a pu se tourner bien sûr vers ses amis du Golfe qui ont également lourdement financé ce TGV. Mais la question qui se pose, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, était-ce vraiment la priorité d'avoir un TGV au Maroc quand on a déjà une autoroute
qui fait Casablanca-Tanger, qui est un peu vide. Hein. Je ne sais pas, moi je l'ai prise quelques fois, je trouve que les péages sont assez chers, et puis qu'on peut y rouler très très vite, et qu'en plus on se fait racketter par les gendarmes. Donc les gens préfèrent la nationale. Voilà. Donc était-ce vraiment nécessaire de construire un TGV? On peut en douter, d'autant plus qu'un an avant l'annonce du financement du TGV, l'ONCF avait déjà amélioré la ligne Casa-Tanger en faisant en sorte que les trains aillent plus vite et qu'il y ait davantage de trains, puisque c'était une ligne qui était assez mal desservie. Donc dans ce contexte-là, il paraît évident que le TGV n'était absolument pas nécessaire, et c'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne a refusé d'accorder un seul centime pour ce projet. Donc voilà, nous on a enquêté dessus et on s'est dit quand même, c'est quand même pas normal que parce qu'un chef d'État, et c'est pas parce que c'est un roi, c'est parce que c'est un chef d'État, fait un caprice, est-ce qu'il faut lui donner 220 millions d'euros de la part de la France alors que le Maroc a besoin d'écoles, a besoin d'hôpitaux, a besoin de routes pour désenclaver les douars? Voilà, nous c'est quelque chose qui nous a assez, on va dire, choqués. Ensuite, toujours pour expliquer comment il a pu doubler sa fortune personnelle en aussi peu de temps, on s'est rendu compte qu'en fait, le roi Mohamed VI instrumentalisait beaucoup l'État et la justice. Pour cela, je vais vous donner quelques exemples uniquement factuels qui montrent jusqu'où ça peut aller. Par exemple, vous vous souvenez sans doute qu'en 2010, les deux grandes holdings royales, la SNI et l'ONA, ont fusionné pour former un seul ensemble, SNI-ONA. Et alors, si on consulte la loi de finances 2010, on se rend compte que, paf, d'un coup de baguette magique, eh ben, les impôts des sociétés qui fusionnent sont allégés pour cette année, uniquement cette année. Donc ça, c'est quand même une manière de procéder qui est assez étonnante. On observe aussi que cette même année, et uniquement cette même année, la Banque centrale marocaine a allégé le taux de réserve obligatoire des banques. Ça veut dire que c'est les réserves qu'elles doivent avoir, qui ne peuvent pas bouger, qui doivent être toujours là, pour faire face à des coups durs. Ce taux est passé de 8 à 6%. Mais c'était pour que les banques puissent prêter, notamment Algérie Wafa Bank, au nouvel ensemble SNI-ONA pour mener à terme sa fusion. Donc là, on assiste quand même à une manipulation juridique et vraiment et réglementaire assez impressionnante. Et puis ensuite, on peut aussi citer l'exemple de l'agriculture, avec les agriculteurs qui régulièrement sont exonérés d'impôts, et en tout cas jusqu'en 2013. Alors c'est bien sûr une excellente nouvelle pour le monde agricole, parce que c'est dur hein, avec la sécheresse, mais n'oublions pas que Mohamed VI est le premier agriculteur du pays, donc il est le premier à bénéficier des exonérations d'impôts qu'il accorde. Donc il s'accorde à lui-même des exonérations d'impôts. Voilà. Donc ça c'était pour le volet instrumentalisation. Ce qui nous a aussi frappé, c'est la très grande opacité dans laquelle tout cela se passe, dans laquelle les affaires royales, les business royaux se déroulent. On arrive à avoir quelques chiffres comme ça à droite, à gauche, mais je dois dire que si nous n'avions pas eu quelques sources qui ont été ou qui sont encore au cœur de la chose, on n'aurait sans doute pas pu écrire beaucoup de choses qu'on a écrites. Et je prendrai juste l'exemple, je reviendrai toujours à cette fusion SNI-ONA. La première conséquence, ça a été le retrait de la bourse, à savoir le retrait de tout contrôle. On ne sait plus ce qui se passe aujourd'hui au sein de SNI-ONA. Et pourtant, il s'en passait de drôle, parce que quand le retrait de la bourse a eu lieu, il y a eu différentes banques, dont une banque franco-italienne qui s'appelle la banque Leonardo, qui a réalisé le très gros document de 450 pages pour retirer les entreprises de la bourse. Et là, on a découvert que certains actionnaires de SNI-ONA étaient totalement inconnus et correspondaient à des fonds offshore qui, on le suppose très fortement, appartiennent au roi et à la famille royale. Et tout ça, c'était inconnu. Alors imaginez, et c'était inconnu à une époque où les entreprises étaient contrôlées. Donc imaginez maintenant que ces entreprises ne sont plus contrôlées du tout. L'opacité est totale, l'opacité est complète. Voilà. Et bien sûr, on n'a pas oublié d'expliquer quand même que le roi ne faisait pas ça tout seul, bien entendu, qu'il avait réussi à placer des hommes clés, et on peut notamment
attardé sur deux personnes. Mounir Majidi, bien connu du mouvement du 20 février, qui se retrouve placardé à juste titre, et c'est bien fait, sur les pancartes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un deuxième homme, qui est l'éminence grise de Mounir Majidi, qui s'appelle Hassan Bouhemou, qui est certes connu, voilà, le nom maintenant est connu, mais c'est quelqu'un qui quand même est là depuis 2003, et qui a conçu, avec d'autres, mais en tout cas a été vraiment une éminence grise, une grande partie de cette prédation. Donc ils sont deux, il y a Majidi et Hassan Bouhemou. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, nous, quand on a commencé l'enquête, on n'était pas, voilà, c'est pas quelque chose qu'on savait, c'est quelque chose qu'on a plutôt découvert, le rôle de Bouhemou. Donc voilà un peu pour dire ce qu'on a pu, voilà, ce qu'on a découvert, ce qu'on a gratté en tant que journaliste en plusieurs mois d'enquête. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Maintenant que ces choses se savent, sont écrites, se savaient dans la rue, dans les manifestations avant, maintenant qu'elles sont écrites, qu'est-ce qui va se passer pour le Maroc? C'est quoi le Maroc de demain? Donc, moi je pense, aujourd'hui, que Mohamed VI, il est seul et nu. Je pense qu'il a grillé peut-être sa dernière cartouche qui était le PJD. Et je pense que l'avenir de ce régime, je pense, va dépendre de ce que, oui ou non, le PJD va réussir à, d'une part, essayer de faire en sorte que la corruption, la prédation royale et le clientélisme reculent, et est-ce qu'il va réussir à résoudre la crise économique, la gravissime crise économique dans laquelle le Maroc est en train de s'enfoncer. Ça va être ça la question. On ne peut pas se prononcer. La tâche est dure, mais on ne peut pas se prononcer. Mais s'il échoue, alors là, oui, je pense, moi, que le régime sera vraiment ébranlé et fragilisé. Mohamed VI, pour nous, a grillé sa dernière cartouche. On observe aussi que c'est, contrairement à d'autres chefs d'État, comme Ben Ali, comme Al-Assad, comme Moubarak, on montre que c'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, quand les manifestations du 20 février étaient au plus fort, sous la pression de la rue, probablement sur les conseils de la France, et en partie des États-Unis aussi, a quand même réussi à changer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais février-mars 2011, à 72 heures d'intervalle, il a fait deux discours totalement différents. Un premier discours très dur où il disait qu'il ne céderait en rien, et un deuxième discours où il annonçait déjà un petit peu les réformes qui allaient venir. Donc on voit, voilà, que c'est quelqu'un qui peut reculer, qui peut évoluer sous la pression de la rue, mais pour autant, on voit que c'est quelqu'un, même s'il essaye, il tente d'accorder de faire en sorte que les choses s'améliorent un petit peu, en tout cas en organisant des élections législatives où le résultat est à peu près quand même conforme au vote des citoyens marocains, on voit que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas l'intention de se réformer lui économiquement. Dans les différentes annonces, les différents discours qu'il a pu faire, il n'a pas annoncé du tout qu'il allait se retirer du business. Hein, ça c'est pas vrai, on ne le voit pas du tout. Et on peut même dire que ça empire, parce que si on prend le nouvel Eldorado économique du Maroc, qui est les énergies renouvelables, l'énergie solaire, on voit que l'entreprise royale Nareva est en train de gagner des parts de marché immenses. Tout cela de manière très discrète. Donc voilà, on se rend compte qu'il n'a pas l'intention d'évoluer. Et la question qui se pose, c'est vraiment combien de temps va durer cette situation, combien de temps le régime peut tenir comme ça. Et ça, je pense qu'on ne peut pas se prononcer. C'est aux citoyens marocains d'en décider. Voilà.